PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Bienvenue. On va parler aujourd'hui du concept d'effet nul et ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, je vais commencer en vous parlant, en vous pas proposant, mais en vous présentant le concept d'effet nul. C'est que jusqu'à présent, dans les exemples que j'ai montrés, j'ai pas mal tout le temps montré des exemples où les choses fonctionnaient. Okay? Des exemples dans lesquels une variable indépendante, par exemple, impactait une variable dépendante. Okay? Mais qu'est-ce qui arrive si la variable indépendante n'a aucun impact sur la variable dépendante? Même si on a tenté de maximiser la validité interne de l'étude. On a tout fait pour que ça aille bien, puis ça ne fonctionne pas. La variable indépendante semble avoir aucun impact. Il n'y a aucune covariance, il n'y a aucun lien causal dans le cadre d'une expérimentation. Aucun lien causal entre la variable indépendante et la variable dépendante. Mais dans ce cas-là, on dit que ce que l'étude a trouvé, c'est qu'elle a trouvé un effet nul ou un résultat nul. Maintenant, en science, ces résultats-là sont très importants parce que ils nous disent quelle variable n'a aucun effet sur quelle autre et quelle variable n'est pas du tout reliée à quelle autre variable. Et c'est de l'information importante pour comprendre les choses. Mais vous allez souvent moins entendre parler et moins lire à propos de ce type de résultats-là, simplement parce que les journaux scientifiques et les médias populaires s'intéressent surtout aux études dans lesquelles les choses fonctionnent, dans lesquelles il y a un effet. Par exemple, dans lesquelles deux variables sont corrélées significativement, ou une variable en impacte une autre causalement, ou on réussit à faire diminuer telle affaire ou augmenter telle variable dépendante. Et on va beaucoup moins entendre parler des études où il y a eu un effet nul. Même si, théoriquement, c'est extrêmement important comme information, comme résultat, il reste que les journaux scientifiques veulent des lecteurs, et les lecteurs ont tendance à être plus excités par les histoires où la recherche a fonctionné. Puis les médias populaires aussi. Si on vous racontait des nouvelles à propos des études qui ne fonctionnent pas, ben vous trouveriez ça un peu plate. Vous direz, écoute, on peut-tu savoir quelque chose qui a fonctionné? Et donc, c'est pour ça qu'on entend moins parler de ce type de résultats. Mais un effet nul, là, ça peut signifier plusieurs choses. Et il y a des réelles questions qu'on doit se poser sur comment est-ce qu'on devrait interpréter un effet nul. Qu'est-ce qu'on devrait faire une fois qu'on a trouvé un effet nul? Vous faites une étude, puis vous obtenez, rien ne fonctionne, ça donne un effet complètement nul. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment vous devriez interpréter ça? Ben, il y a différentes interprétations possibles et il faut faire attention à comment on interprète ça. Maintenant, avant d'aller plus loin là-dedans, je vais vous donner 3 exemples d'études qui vont donner un effet nul. Et dans le reste de la présentation, je vais constamment revenir à ces exemples-là comme point d'ancrage. Okay? Donc, regardons le premier exemple d'effet nul. Imaginons une étude qui porte sur le lien entre l'argent et le bonheur. Donc, les gens pensent souvent qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient plus d'argent à leur disposition. On dit oui, l'argent ne fait pas le bonheur, tout ça, mais on dit, ouais, mais il y a plusieurs personnes qui disent, ouais, mais probablement que si j'avais plus d'argent, je serais quand même un petit peu plus heureux. Est-ce vrai? Bien, on pourrait imaginons un chercheur qui fait une étude expérimentale pour ça, et ce qu'il fait, c'est qu'il assigne aléatoirement des participants et des participantes à un de 3 groupes possibles. Premier groupe, les participants n'obtiennent pas d'argent. Deuxième groupe, ils obtiennent un peu d'argent. Et troisième groupe, ils obtiennent beaucoup d'argent. Vous avez sûrement une question tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par pas d'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent? Pour l'instant, laissons ça flou comme ça. 3 conditions. Pas d'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent. Oups, groupe ici devrait avoir un E. Désolé pour ça. Je vais pas reprendre tout le vidéo pour un petit E manquant. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres erreurs comme ça. Mais ça ne serait certainement pas la première fois dans la session de toute façon. Alors,
Alors, ce qu'il fait, c'est que par exemple, le lundi, il sépare les gens dans ces groupes-là. Au premier groupe, il donne pas d'argent. Au deuxième, un peu d'argent. Au troisième, beaucoup d'argent, pour ce que ça veut dire pour l'instant. Puis le lendemain, il demande à chaque participant de rapporter leur bonheur en utilisant une échelle allant, disons, de 0 à 100. En allant de 0 à 100, à quel niveau êtes-vous heureux? T'sais. Et ça, c'est sa variable dépendante, évidemment. Et au bout du compte, il ne trouve aucune différence significative au niveau du bonheur entre les trois groupes. Zut, au niveau de bonheur. J'aime pas les erreurs, mais je recommence pas parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le plus gros ici. Au niveau du bonheur, aucune différence significative entre les trois groupes. Maintenant, vous pourriez dire, hey, il y a une petite différence ici. Oui, mais elle est non significative. C'est pas assez gros. Okay? Ça pourrait arriver simplement par hasard. Ça pourrait être dû simplement au hasard. Okay? Bref, ça fonctionne pas. Alors ça, c'est le premier exemple. Retenons cet exemple-là, on va y revenir plus tard. Deuxième exemple possible. Okay. On se demande, une psychologue de l'éducation remarque qu'il y a plusieurs jeux de lecture en ligne pour les enfants. Et on se demande, est-ce que ces jeux de lecture en ligne, là où, je sais pas moi, organiser des lettres dansantes ou peindre des lettres avec différentes palettes de couleurs en ligne ou des trucs comme ça, ces jeux de lecture en ligne-là peuvent-ils améliorer les habiletés de lecture chez les enfants? Alors, la psychologue éducationnelle se demande ça. Et pour vérifier si ça fonctionne, elle recrute un échantillon d'enfants de 5 ans qui ne savent pas encore comment lire. Okay? Elle les assigne aléatoirement à un de deux groupes possibles. Groupe 1. Les enfants vont jouer avec des jeux de lecture en ligne pour une semaine pendant 30 minutes par jour. Et groupe 2. C'est un groupe contrôle où les enfants vont juste faire les activités normales qu'ils font à la maternelle normalement. Après une semaine, elle évalue les habiletés de lecture des enfants avec un genre de test standardisé là, qui donne un score d'habileté de lecture. Et elle trouve que le groupe 1, qui a fait les jeux de lecture en ligne, est juste un tout petit peu plus fort que le groupe 2, mais que la différence n'est pas statistiquement significative. Donc, comme on le voit ici. Petite affaire de plus, mais pas significatif. Ça pourrait arriver simplement par hasard. Ça aurait pu qu'avec d'autres enfants, ça aurait été exactement le même score. Donc, c'est simplement dû au hasard. Donc, non significatif. OK, troisième exemple. Des chercheurs en raisonnement humain font l'hypothèse que l'anxiété devrait mener les gens à réfléchir de manière moins logique. C'est ce qu'on devrait voir. Pour tester cette hypothèse, ils assignent des participants à un de trois groupes possibles. Dans le groupe 1, c'est le groupe avec une condition d'anxiété faible. On va déclencher de l'anxiété faible chez les participants. Dans le groupe 2, on va déclencher de l'anxiété moyenne. Puis dans le groupe 3, on va déclencher de l'anxiété forte. Okay? Après quelques minutes d'être exposés à leurs conditions d'anxiété respectives, dans chaque groupe, les participants doivent résoudre des problèmes qui nécessitent un raisonnement logique. Et avec ça, ils obtiennent un genre de score de raisonnement logique. Okay? Au bout du compte, les trois groupes obtiennent un score de raisonnement logique qui est pratiquement identique. Chez les trois, il n'y a aucune différence significative. Peut-être un petit peu plus fort, un petit peu plus logique dans l'anxiété forte, mais c'est pas significatif. Donc, ça pourrait être simplement au hasard. Donc, aucune différence entre les trois groupes. Alors ça, c'est mes trois exemples. Okay. Remarquez, en passant, je ne veux pas vous induire à conclure quelque chose qui n'est pas vrai. Là. Ces trois exemples-là étaient de type post-test seulement, puis intergroupe, je crois, si je me souviens bien, oui. Mais un effet nul, ça pourrait être observé dans d'autres formes de recherche. Là. Corrélationnel, okay? Donc vous faites une corrélation, et vous prenez deux mesures, et puis sans manipulation, puis vous voyez que la corrélation est non significative entre les deux. Ou ça pourrait être un groupe expérimental intragroupe, ou pré-test, post-test, ou n'importe quelle combinaison. Okay? C'est dans toutes les recherches possibles, on peut obtenir un effet nul. On pourrait argumenter, sauf dans des recherches sur des affirmations de fréquence. Parce que si vous voulez savoir le pourcentage de la population qui texte au volant, c'est pas une question d'effet, c'est pas une question s'il y a un effet entre deux variables. Donc, le concept d'effet nul ici s'applique pas vraiment. Mais tout le reste, ce qu'on a vu, toutes les formes d'études qu'on a vues, tous les types de devis pourraient
donner un effet nul. Okay. Dans chacun des cas, ce qu'on observait, c'était une absence de covariation entre la variable, qui ne devrait pas avoir un S, zut, indépendante et la variable dépendante. Okay? Parce que c'était toutes des études expérimentales dans ce cas-ci, c'est pour ça que c'était entre indépendante et dépendante. Mais si c'était des études corrélationnelles, on aurait... ça prendrait la forme d'une absence de covariation entre les deux variables aussi. Sauf qu'on ne dirait pas indépendante et dépendante, parce que ça serait simplement corrélationnel. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une absence de covariation entre les deux? Okay? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le fait qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, première possibilité est la plus simple d'une certaine manière. OK. Oups, pardon, je suis revenu par en arrière. Première possibilité est la plus simple. C'est que la variable indépendante, on observe un effet nul parce que la variable indépendante n'a réellement aucun effet sur la variable dépendante. En d'autres mots, il est possible que l'argent n'ait vraiment aucun effet sur le bonheur. Que les jeux de lecture en ligne n'augmentent nullement les habiletés de lecture chez les enfants. Puis que le fait d'être anxieux n'ait aucun impact sur la capacité à réfléchir de manière logique. C'est probablement l'explication la plus simple. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a pas de lien entre les deux variables. Il n'y a pas de lien causal dans ces cas-ci. Okay? Si on conclut ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait probablement réviser la théorie qui a généré ces hypothèses de départ-là. Comme c'était le plus clair dans l'étude sur le raisonnement logique. Les chercheurs avaient fait une hypothèse, qu'il y avait une théorie qui les menait à faire une hypothèse qu'on devrait réfléchir de manière moins logique lorsqu'on est anxieux. Okay? Probablement que si ils observent un effet nul et qu'ils concluent que l'effet nul est dû au fait que réellement il n'y a pas d'effet de l'anxiété sur le raisonnement logique, ils devraient réviser la théorie qui a donné lieu à l'hypothèse voulant que l'anxiété devrait diminuer le raisonnement logique. Mais il y a une autre possibilité. Hein? Et l'autre possibilité, c'est que un effet nul que vous observez dans une étude, okay, pourrait être présent si l'étude n'a pas été menée de manière adéquate. Ce que je veux dire, c'est que ça se pourrait qu'il y ait vraiment un effet d'une variable sur l'autre, par exemple dans ces cas-ci, que la variable indépendante impacte vraiment la variable dépendante, mais dans votre étude, ça ne le démontre pas. Ça montre un effet nul. Pourquoi? Parce que votre étude est d'une certaine manière mal faite. Elle est planifiée, elle est conduite, menée de manière inadéquate. Qui fera en sorte que ça vous empêcherait de voir émerger la réalité qui est le fait que telle variable indépendante impacte telle variable dépendante. Ou que telles deux variables sont corrélées, par exemple. OK? Donc, je redis ça, dans ce cas-là, la variable indépendante aurait un impact sur la variable dépendante, mais certains facteurs dans l'étude empêcheraient les chercheurs de détecter la différence entre les groupes. Et on va parler majoritairement dans le reste de la présentation, de cette possibilité-là. Et de différents facteurs qui peuvent faire en sorte que ça arrive. Okay? Et ces facteurs vont prendre deux formes. Soit une différence non suffisante entre les groupes ou une variabilité trop grande à l'intérieur des groupes. Et vous allez voir ce que je veux dire quand je parle de ça très bientôt. Commençons avec le premier. Une différence non suffisante entre les groupes. OK? C'est cette idée, puis je peux revenir en arrière pour vous en montrer une. Tiens, par exemple, ici, on a 3 groupes. Je vais juste ramener... Okay, on avait nos 3 groupes d'anxiété. Puis, on devrait s'attendre, par exemple, à voir que l'anxiété moyenne... si on prenait juste entre moyenne et faible, par exemple, okay, en oubliant forte, là, si on prenait juste entre moyenne et... Non, vous savez quoi? Je vais prendre un autre exemple, ça va être plus simple. Celui-là. Bon. Avec les jeux de lecture.
C'est plus simple celui-là parce qu'il y a juste 2 groupes, alors que l'autre, il y en avait 3, puis ça complexifie les choses. Ici, on a 2 groupes. On détecte une mini différence pour les jeux de lecture en ligne, mais elle n'est pas significative. Donc, c'est ce qu'on dit par c'est une différence non suffisante, insuffisante. OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une réelle différence entre 2 groupes paraisse insuffisante? OK? Ben, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Premièrement, une manipulation peu efficace. Ah, il y a un S. Horreur. Je ne recommence pas, mais en tout cas, ne regardez pas le S. Une manipulation peu efficace, ça veut dire au niveau de la variable indépendante. Peut-être qu'on a mal fait ça dans la façon dont on a travaillé avec la variable indépendante. On va parler de ça. Ça pourrait être des mesures peu sensibles. Ça voudrait dire qu'on a mal fait ça au niveau de la variable dépendante. Ça pourrait être un effet plancher ou un effet plafond. On va parler de ça. Ou ça pourrait être... encore un S. Quelle horreur. Désolé pour ça. Une variable confondante inversée. Okay, donc, ça pourrait être chacun de ces éléments-là et on va voir chacun de ces éléments-là maintenant. OK. Prenons le premier. Manipulation peu efficace. Okay? Le problème est au niveau de la variable indépendante dans ce cas-ci. Prenons l'exemple de l'argent et le bonheur. Okay? Dans cette étude-là, l'effet nul pourrait être relié au montant d'argent obtenu par chaque groupe. J'avais gardé ça flou. J'avais dit pas d'argent, un peu d'argent et beaucoup d'argent. Mais ici, mettons des chiffres là-dessus. Imaginons que les groupes recevaient 0$ dans le pas d'argent, évidemment, 25 sous dans le un peu d'argent et 1$ dans le beaucoup d'argent. Okay? Mais si c'était ça, il ne serait pas étonnant que la manipulation n'ait aucun effet. Regardez, c'est quoi le but? C'est quoi le but de donner de l'argent? Ben, pas d'argent dans le premier groupe, un peu d'argent puis plus d'argent dans le troisième groupe. Okay? Mais le but, c'est de manipuler les participants pour augmenter leur niveau de bonheur. Or, si vous avez au maximum, dans celui qui reçoit le plus, c'est 1$, c'est 1$, mais c'est pas étonnant que la manipulation n'ait aucun effet, qu'elle ne fonctionne pas. Même le plus haut montant de 1$ ne serait pas suffisant pour influencer le bonheur des participants à la hausse. Donc, ça se peut que, dans la réalité des faits, l'argent augmente réellement, au moins sur une durée courte, le bonheur, mais que vous ne l'ayez pas observé dans votre étude parce que les montants d'argent que vous avez donnés sont tellement faibles que vous n'avez pas permis à l'effet de ressortir. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'une manipulation peu efficace. Le problème est au niveau de la variable indépendante ici. Okay? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle masque une réelle influence causale entre l'argent et le bonheur, qui émergerait si vous aviez des montants qui font plus de bon sens. Donc, il est important, lorsque vous apprenez qu'une étude a obtenu un effet nul, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est vous poser des questions sur la manière dont la variable indépendante a été opérationnalisée. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, là, parce que ça, ce que ça veut dire, c'est questionner la validité de construit de l'étude. Bref, comment est-ce que vous avez défini un peu d'argent, puis beaucoup d'argent? Puis là, vous apprendriez, 25 cents puis 1$. Ben, no wonder que ça n'a pas fonctionné. T'sais? Parce que les chercheurs auraient pu obtenir des résultats très différents, peut-être avec les montants suivants. 0$ pour le groupe contrôle, 5$ pour le groupe un peu d'argent, et je sais pas moi, 150$ pour le groupe beaucoup d'argent. Okay? Dans ce cas-ci, ils auraient peut-être vu réellement des différences à court terme au niveau du bonheur des participants. Okay? Donc, ça serait une meilleure manipulation ici, une manipulation qui est plus valide. Dans l'exemple de la psychologue de l'éducation avec les jeux de lecture en ligne, okay, qu'on avait vu qu'elle obtenait aucune différence après une semaine d'entraînement. Okay? Elle observait une mini-différence, mais non significative. Okay? Peut-être qu'elle aurait observé une différence dans les habiletés de lecture si les participants du groupe expérimental s'étaient adonnés à 3 mois de jeux de lecture en ligne plutôt que juste 7 jours. Okay?
Donc, encore là, c'est le problème au niveau de la manipulation. C'est qu'elle définissait un entraînement à la lecture, elle le définissait par 7 jours de jeu en ligne. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est raisonnable? Peut-être que 3 mois auraient été plus raisonnable. Okay? Donc, quand vous apprenez qu'une étude a obtenu un effet nul, il faut toujours vous poser des questions sur comment vous avez manipulé, c'était quoi les différents niveaux des groupes? Et ça va vous donner une bonne idée peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, jusqu'à maintenant, on parle de problème au niveau de la variable indépendante, puis la façon dont elle est définie, puis la façon dont ces différents niveaux sont définis. Okay? Et donc, on parle de manipulation peu efficace. Mais le problème peut aussi être au niveau, non pas de la variable indépendante, puis de la manipulation, mais le problème pourrait être de l'autre bord, du côté de la variable dépendante et des mesures. Ou ça pourrait être les deux, une mauvaise manipulation puis des mauvaises mesures. Ça, c'est vraiment une mauvaise étude. Mais donc, ça pourrait être que la mesure est peu sensible. Okay? L'effet nul pourrait être le produit de mesures trop peu sensibles qui sont au niveau, là, on est au niveau de la variable dépendante. Par exemple, imaginons que les jeux de lecture en ligne dans l'étude de la psychologue de l'éducation causent réellement une augmentation réelle là, de 2 points dans un test standardisé de lecture. Okay? Mais que la psychologue de l'éducation, elle utilise comme variable dépendante, elle utilise un genre de test succès-échec, pass or fail, comme mesure dépendante. Ben, il y a des bonnes chances qu'elle ne détecte pas la différence entre les groupes. Parce que 2 points, c'est pas assez pour faire la différence entre pass or fail, par exemple. Donc, sa mesure serait trop sensible. Serait pas assez sensible, dans le fond. Okay? C'est comme si elle essayait de documenter à quelle vitesse une plante pousse, puis elle avait une règle qui a 2 gradations, 1 mètre, 2 mètres, puis qu'il n'y a rien entre les deux. Tu sais, puis elle dirait, hier la plante était en dessous d'un mètre, elle n'était pas 1 mètre, puis aujourd'hui elle n'est pas 1 mètre non plus. Oui, mais elle a peut-être poussé beaucoup, mais en dessous d'1 mètre, si on veut. Et donc, ça c'est un autre exemple d'une mesure très peu sensible. Okay? Donc, pour cette raison, il faut toujours s'assurer que la mesure dépendante soit précise, quantitative le plus possible et ait plusieurs niveaux, pas juste 2 ou 3 niveaux. Beaucoup plus pour qu'elle soit assez sensible pour détecter des différences subtiles entre les groupes. Alors ça, c'est un exemple de mesure peu sensible. Parlons maintenant de troisième chose qui peut expliquer un effet nul, un effet de plafond ou un effet de plancher. Et ça, c'est en anglais, on dit, c'est self-explanatory. Ça s'explique très bien, c'est dans le titre. Un effet de plafond, c'est que il y a un plafond au-dessus duquel on ne peut pas monter plus haut. Et un effet de plancher, c'est qu'on n'arrive pas à décoller du plancher, on n'arrive pas à monter. Donc, un effet de plafond, c'est que les mesures dépendantes des groupes sont artificiellement poussées vers le haut. Et un effet de plancher, c'est que les mesures dépendantes des groupes sont artificiellement retenues vers le bas. Je vais vous donner des exemples, inquiétez-vous pas, pour comprendre ça. Par exemple, et un effet de plafond pourrait être lié à un paquet de trucs, mais ici, on a un exemple où ça serait causé par un problème au niveau de la variable indépendante, au niveau de la manipulation. Si les chercheurs avaient réellement donné, par exemple, dans l'étude sur le bonheur et l'argent, s'ils avaient réellement donné là, au groupe 0$, 25 sous puis 1$, il y aurait peut-être un effet de plancher. Et ce que ça veut dire, c'est que les 3 montants sont tellement faibles et tellement similaires au groupe contrôle, que c'est quoi la différence entre 0$ et 1$? C'est pas grand-chose. C'est. Donc, les 3 montants sont tellement faibles que les données au niveau du bonheur sont retenues artificiellement vers le bas, sont retenues au plancher. Les chercheurs ne permettent pas au bonheur d'augmenter parce qu'ils donnent des montants d'argent qui sont tellement faibles. Ça, c'est un exemple d'effet de plafond. D'effet de plancher. C'est pas dans ma slide ici, mais je peux m'aventurer pour une explication d'un effet de plafond. Imaginez que dans le premier groupe,
rendons ça ridicule. Là. Dans le premier groupe, il donne 1 million de dollars. Dans le deuxième, il donne 2 millions. Puis dans le troisième, il donne 3 millions. Mais là, on aurait probablement, le lendemain, un effet de plafond dans le bonheur. Là. Tout le monde serait au max. Okay? Et on dirait, l'argent n'a aucun lien avec le bonheur. Bizarre, parce que les trois groupes sont exactement au même niveau, au niveau du bonheur. Mais il faudrait dire, non, on a probablement un effet de plafond. C'est juste qu'on a donné des montants tellement forts que tout le monde est au max. Donc, il faut trouver comme le sweet spot, si on veut, l'endroit spécifique qui nous permet d'observer l'effet. Il faut éviter un effet de plafond puis éviter un effet de plancher, puis c'est pas évident. Autre exemple, pour vous aider à comprendre, l'étude sur l'anxiété et le raisonnement logique. Okay? Si dans cette étude-là, vous vous souvenez peut-être, dans l'exemple, j'avais donné comme les trois groupes, j'ai définissais comme anxiété faible, anxiété moyenne, anxiété forte. Tu sais? J'avais laissé ça flou par exprès pour pouvoir niaiser avec ça, jouer avec ça dans des exemples plus spécifiques. Et voici un exemple plus spécifique ici. Là. Imaginons que ces trois groupes-là, ce qu'on faisait pour déclencher leur anxiété, c'est qu'on leur faisait croire aux participants qu'ils allaient recevoir des chocs électriques douloureux de 10 volts, 50 volts et 100 volts pour le groupe 1, 2 et 3. Okay? Ben, ça aurait pu ça donner un effet de plafond parce que le simple fait de s'attendre à un choc, peu importe son voltage, d'ailleurs la plupart des gens, à moins qu'ils s'y connaissent en électricité, sont relativement inconscient de est-ce que c'est beaucoup 50 volts, est-ce que c'est pas beaucoup 100 volts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, tu sais. Et donc, le simple fait de s'attendre à un choc, peu importe son voltage, déclencherait probablement un niveau similaire d'anxiété chez tout le monde, un niveau d'anxiété élevé chez tout le monde. Et donc, par conséquent, tout le monde serait au top en termes d'anxiété, et par conséquent, tout le monde serait très mauvais dans les tests de raisonnement logique. Okay? Et donc, ça donnerait l'impression que les différents niveaux de la variable indépendante auraient l'air d'avoir aucun effet sur la variable dépendante. Ça aurait l'air que le fait d'être de plus en plus anxieux n'a aucun effet sur le raisonnement logique, mais ça serait à cause que on a rendu la condition d'anxiété tellement forte dès le départ que tout le monde est au plancher. Pardon. Notez que ici, vous avez peut-être eu l'intuition par vous-même, si on avait eu un groupe contrôle où on disait pas aux gens qu'il allait avoir de choc, ça nous donnerait de l'information intéressante. Parce que là, on verrait peut-être que ce groupe-là est fort au niveau du raisonnement logique, puis là, les trois autres serait faible au niveau du raisonnement logique, les 10 volts, 50 volts et 100 volts. Puis là, on pourrait se dire, comment ça se fait qu'il n'y a aucune différence entre 10 volts, 50 volts, 100 volts, tout le monde est mauvais au niveau du raisonnement logique, mais 0 volts, les gens sont bons au niveau du raisonnement logique. Et là, on pourrait avoir une idée que peut-être que nos trois conditions où les gens obtiennent des chocs sont faites d'une manière que ça déclenche automatiquement trop d'anxiété chez les gens, peu importe le voltage, et ça fait un effet de plancher. Plus encore, ces effets-là de plafond et plancher pourraient être le résultat de problèmes au niveau de la variable dépendante, cette fois-ci, au niveau de la mesure. Okay? Parce que jusqu'à maintenant, les exemples que je donnais, je pense que c'était plutôt au niveau de la manipulation, mais ça pourrait être aussi au niveau de la variable dépendante. Okay? Dans la tâche de résolution de problèmes logiques et l'anxiété, imaginons que la tâche de résolution de problèmes logiques était super complexe. Personne ne peut la résoudre. Peu importe le niveau d'anxiété. Même si vous avez très peu d'anxiété. Imaginons qu'il n'y a aucun problème avec la manipulation. Que les gens qui sont dans le groupe 10 volts sont pas très stressés, puis 50 volts sont moyennement stressés, puis 100 volts sont très stressés, par exemple. Ça se pourrait qu'on n'obtienne quand même aucune différence, que tout le monde soit très très bas au niveau du raisonnement logique, parce que la tâche de raisonnement logique est juste trop tough, peu importe votre niveau d'anxiété. Ça serait un effet de plancher. Les trois groupes auraient le même score, mais seulement parce que la variable dépendante mènerait à des scores faibles chez tout le monde. Et vous conclueriez que, il n'y a pas de lien entre l'anxiété et le raisonnement logique. Mais il y en aurait un réellement, mais votre étude le cacherait parce que vous avez utilisé
une variable dépendante qui a des problèmes au niveau de la validité est trop tough, est trop difficile. Continuons sur cette lancée d'exemples. Dans l'étude sur l'argent et le bonheur, et imaginons que les participants, je vais donner un exemple encore là, de comment un effet de plafond ou de plancher pourrait être mené par des problèmes au niveau de la variable dépendante, là, au niveau de la mesure. Imaginons que les participants devaient rapporter leur bonheur avec un item qui était vraiment pourri, comme par exemple 4 choix. Je me sens horriblement mal, je me sens assez mal, je me sens un peu mal, je me sens bien. C'est ridicule, là, mais imaginons. Okay? Mais comme il y a juste une option qui indique qu'on se sent bien là-dedans, puis que les gens, lorsqu'on leur demande comment ils se sentent en général, ils ont tendance à répondre positivement. Okay? Bien, la majorité des gens répondraient le maximum 4, peu importe le montant d'argent qu'ils ont eu. Même si c'était comme 0$, 15$, puis 500$, par exemple, un montant qui ferait du sens au niveau de la manipulation, des montants qui feraient du sens au niveau de la manipulation. Si on avait une mesure tellement poche comme ça, tellement mauvaise, la majorité des gens probablement répondraient 4. Et là, on aurait l'impression que l'argent n'a eu aucun effet, parce que tout le monde est au même niveau de bonheur, mais ce qu'on aurait, ça serait un effet de plafond. Tout le monde serait au top. Autrement dit, l'argent ne semblerait avoir aucun effet sur le bonheur, mais seulement parce que la variable dépendante mène les participants vers un effet de plafond. Imaginons que dans l'étude sur les jeux de lecture en ligne, okay, imaginons qu'on évaluait les habiletés de lecture en demandant aux enfants, par exemple, un test très simple. On leur demande de pointer la première lettre de leur nom sur une feuille où il y a plusieurs lettres. Okay. Mais ça, tous les enfants de 5 ans sont capables de faire ça, qu'ils peuvent lire ou non. Donc, ce n'est pas une bonne manière d'évaluer les habiletés de lecture du tout. Donc, ce qu'il y aurait, c'est qu'il y aurait un effet de plafond. Ils auraient tous un score parfait. Okay? Et donc, il n'y aurait plus de différence entre les groupes de lecture en ligne et puis jeux de lecture en ligne, puis juste contrôle. Et ça donnerait l'impression que les jeux de lecture en ligne n'auraient aucun effet. Mais ça ne serait pas la réalité. Okay? C'est ce qu'on voit ici, là, par exemple. Avec des questions trop faciles, tout le monde réussit. Et donc, nos deux groupes ici seraient similaires. On verrait, non, il n'y a aucune différence significative entre les deux. Effet de plafond. Effet de plancher. Si les questions étaient trop difficiles, personne ne réussirait. Okay? Si on demandait à ces enfants-là, encore une fois pour être ridicule, si on évaluait leurs habiletés de lecture après la semaine là, de jeux en ligne ou bien de jeux d'activité normale pour le groupe contrôle, si on mesurait leurs habiletés de lecture en leur demandant de lire un passage et d'analyser ce passage, un passage d'une œuvre de Victor Hugo, par exemple, un grand écrivain français. Mais là, tous les enfants de 5 ans auraient des scores misérables, ok? Parce que c'est bien trop difficile. Et ça donnerait un effet de plancher. Et là, on dirait, coudonc, il n'y a eu aucune différence significative entre les deux groupes. Oui, il y en aurait une si tu avais utilisé une variable dépendante qui ferait du sens. Okay? Donc, tout ça, c'est des exemples d'effets de plafond et de plancher. Les premiers exemples que j'ai donnés, c'était au niveau de la variable dépendante qui avait un problème, indépendante, au niveau de la manipulation. Et le deuxième, c'est au niveau de la variable dépendante, au niveau de la mesure. OK. Revenons au concept qu'on a mal manipulé les participants, là, les groupes, que notre problème est au niveau de la variable indépendante. Okay? Comment est-ce qu'on pourrait vérifier, en faisant une étude, que la manipulation qu'on a voulu faire a bien fonctionné? Comme par exemple, prenons notre exemple sur l'anxiété et le raisonnement logique. Okay? Les chercheurs font l'argument que plus quelqu'un est anxieux, plus il va avoir difficulté à raisonner de manière logique. Puis, ils vont donner ils vont mettre les participants de chaque groupe dans une condition qui est supposée déclencher l'anxiété. Okay? Mais ce qu'ils vont mesurer à la fin, c'est vraiment le raisonnement logique. Puis ils vont présupposer, on présuppose que, par exemple, le fait de leur dire vous allez recevoir bientôt un choc de 10 volts, 50 volts, 100 volts, on présuppose que ça va avoir un impact sur l'anxiété. Mais comment savoir si ça en a réellement un? Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle en anglais un manipulations check, ou en français une vérification de la manipulation. L'idée est très simple, c'est que
on peut détecter s'il y a eu un problème au niveau d'une manipulation peu efficace, ou d'un effet de plafond ou de plancher, ou ça. On peut détecter ça à l'aide d'une vérification de la manipulation. Et ce que si on prend l'étude sur l'anxiété, ça serait de rajouter juste une question de plus dans l'étude pour les participants. Okay? Et cette question-là, ça serait simplement pour mesurer en quelle mesure la manipulation fonctionnait. Donc, on pourrait leur demander, après leur avoir dit qu'ils allaient recevoir un choc de 10, 50 ou 100 volts, okay? Ça serait supposé avoir déclenché de l'anxiété faible, moyenne et forte. Mais avant de leur demander de résoudre les problèmes de logique, on aurait pu leur demander hey, quel est votre niveau, pas d'anxiété, mais d'anxiété. Quel est votre niveau d'anxiété présentement sur une échelle de 1 à 10? Okay? Juste pour contrôler que la manipulation a bel et bien fonctionné. Okay? Donc, on ferait la manipulation, on vérifierait si ça a fonctionné, puis ensuite, on ferait le fameux test de raisonnement logique. Si en faisant ça, les chercheurs avaient fait ça, puis ils avaient obtenu des niveaux d'anxiété qui étaient similaires pour les trois groupes, ils n'ont pas à se poser de questions à savoir pourquoi ils ont obtenu un effet nul au niveau du raisonnement logique, parce que leur manipulation n'a pas fonctionné, c'est clair. C'est clair pourquoi ils ont obtenu un effet nul. Leur manipulation n'a pas fonctionné. Okay? Et donc, ça, c'est une bonne façon de vérifier est-ce que l'effet nul est dû à une mauvaise manipulation ou non. Et souvent, les études expérimentales qui manipulent les choses vont inclure un effet une vérification de la manipulation comme ça pour montrer, regardez, notre manipulation avait bel et bien fonctionné et on a obtenu tel effet ou pas d'effet ou peu importe. S'ils avaient obtenu ça, ici, pour l'anxiété, souvenez-vous, hein, ces deux graphiques-là, ce graphique-là, puis le prochain aussi, c'est au niveau du score d'anxiété. C'est pas la variable dépendante qui les intéresse. La variable dépendante qui les intéresse, c'est le raisonnement logique. Mais ils ont rajouté une variable sur l'anxiété pour vérifier si, en effet, leur manipulation déclenchait vraiment l'anxiété de manière prévue. Si la vérification de manipulation indiquait que les trois groupes avaient des niveaux prévus d'anxiété selon l'étude, donc par exemple de plus en plus anxieux, ça indiquerait que la manipulation avait eu l'effet escompté. OK? Donc, dans le premier cas ici, s'ils trouvent un effet nul au niveau du raisonnement logique, ils peuvent se dire « c'est normal qu'on a trouvé un effet nul, notre manipulation n'a pas fonctionné ». Dans ce cas-ci, s'ils trouvent un effet nul au niveau du raisonnement logique, ils ne peuvent pas dire « c'est normal, notre manipulation n'a pas fonctionné ». Parce que la manipulation a clairement fonctionné. Les gens sont plus stressés dans le groupe anxiété forte que moyen, puis plus stressés dans le moyen que faible. Là, il y a d'autres questions qui pourraient expliquer pourquoi, au bout du compte, il y avait un effet nul au niveau du raisonnement logique. Mais ça ne pourrait pas être le fait que la manipulation n'a pas fonctionné. Peut-être que ça pourrait être d'autres choses. Comme peut-être que la mesure dépendante avait produit un effet de plancher. Peut-être que leur test de raisonnement logique était tellement difficile que personne ne le réussissait. Okay? Il serait aussi possible en fait qu'il n'y ait réellement aucun effet dans la réalité. Que l'anxiété n'a aucun effet sur le raisonnement logique. Et que leurs théories doivent être révisées. Passons à d'autres choses. Le concept de variable confondante inversée. C'est la quatrième chose qui peut faire en sorte qu'on obtient un effet nul. Okay? En fait, on a déjà parlé de variable confondante, mais on a souvent parlé de variable confondante dans le cadre de la validité interne. Ce qui veut dire, disons qu'on a fait une étude, puis on a trouvé un résultat quelconque, puis on se demande, est-ce que ce résultat-là pourrait être dû à une explication alternative, à quelque chose d'autre à quoi on n'avait pas pensé, à une variable confondante qui ferait en sorte qu'on obtient le résultat qu'on obtient, mais ce n'est pas pour les raisons qu'on croit. Okay? Mais le concept de variable confondante peut être inversé aussi. Ça veut dire que ça peut être
une variable confondante pourrait jouer un rôle dans un effet nul. Pas juste lorsqu'on a trouvé un effet, puis là on se dit, est-ce qu'il y a une variable confondante qui pourrait expliquer cet effet-là? Okay? Il peut aussi jouer un rôle, elle peut jouer un rôle, variable confondante, dans le contexte d'un effet nul. C'est ce qu'on veut dire par variable confondante inversée, dans le cadre d'un effet nul. Okay? Une variable confondante pourrait, en effet, renverser ou annuler une différence réelle qui existe entre deux groupes. Donc, imaginons qu'il y a réellement une différence entre deux groupes, mais une variable confondante pourrait renverser cette différence-là, l'amener à zéro, si on veut, amener un effet nul. Exemple très simple. Imaginons notre étude sur l'argent et le bonheur, puis imaginons qu'il y a réellement un lien entre l'argent et le bonheur. Okay? Et imaginons que la façon dont on a manipulé les différents groupes, elle est bonne. On a donné des montants suffisants et tout ça. La façon dont on a mesuré est bonne. Okay? Mais il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une variable confondante qui s'est glissée dans l'étude dont on n'a pas tenu compte. C'est que le groupe qui a reçu le plus d'argent, le troisième groupe, le groupe qui a reçu le plus d'argent, okay, il l'a obtenu de la part d'un expérimentateur qui était froid et désagréable au niveau du caractère. Quelqu'un qui avait vraiment une mine de chien, puis qui avait vraiment l'air désagréable, puis qui traitait les participants de manière froide et tout ça. Okay? Et imaginons que pour leur part, le groupe qui a reçu le moins d'argent, donc le 0 $, okay, ils l'ont obtenu. Ils l'ont pas obtenu, mais prenons le groupe moyen à la place. Ça. Le groupe qui a obtenu 1 $, par exemple, ou 2 $, le groupe moyen. Ils l'ont obtenu de la part d'un expérimentateur. C'est pas beaucoup d'argent, mais l'expérimentateur était tellement chaleureux, tellement accueillant que ça les a mis dans de bonne humeur. Donc, on a ici, une situation où le groupe qui a reçu beaucoup d'argent, qui est supposé avoir beaucoup de bonheur à cause de l'argent, il a reçu cet argent-là d'un expérimentateur tellement froid et désagréable que ça a négativement impacté leur bonheur. Puis le groupe qui a reçu peu d'argent, qui devrait avoir eu peu d'augmentation au niveau du bonheur, il l'a reçu de la part de quelqu'un qui était tellement chaleureux et accueillant que ça a augmenté leur bonheur. Donc ici, ce qu'on a, c'est une variable confondante qu'on pourrait appeler la chaleur interpersonnelle de l'expérimentateur ou l'expérimentatrice ou quelque chose du genre. Et ça aurait pu avoir un réel effet qui agirait contre l'effet réel, lui aussi, de l'argent sur le bonheur. OK? Donc ça, c'est un exemple d'une variable confondante inversée. Je termine avec la dernière possibilité. Donc, au tout départ, j'avais dit tout ce dont on a parlé jusqu'ici, en fait, là, c'est le fait qu'une différence entre deux groupes ou entre trois groupes est rendue non suffisante. Il y a quelque chose qui rend la différence non suffisante et qui fait en sorte que ça donne un effet nul. Okay? Mais j'avais mentionné qu'un effet nul pourrait être causé par une différence non suffisante, okay, entre les groupes, mais elle pourrait aussi être causée par une trop grande variabilité à l'intérieur des groupes. Et voici ce que je veux dire maintenant. Alors, vous avez ici, imaginons notre fameuse étude sur les jeux de lecture en ligne et le score de lecture. Okay? Vous avez quatre graphiques, mais en fait, deux paires de graphiques, la paire le A et la paire B. Okay? Et les graphiques en haut et en bas sont les mêmes fondamentalement. C'est juste qu'ici, vous voyez tous les points, tous les participants, okay, avec la moyenne ici. Et ici, ce que vous voyez, c'est la moyenne, si vous voulez. La moyenne, ici, et là, des deux groupes. Et cette barre-là, c'est la variation, c'est comment, pour faire ça simple, c'est de quelle manière est-ce que les gens dans ce groupe-là étaient loin de la moyenne. Okay? Donc, par exemple, vous voyez que dans le graphique A, le groupe du jeu de lecture, il y avait une moyenne qui était ici, okay, qui était égale à celle dans le scénario B, parce que c'est au même niveau, là. Okay? Sauf que les gens dans ce groupe-là étaient beaucoup plus étendus alentour de la moyenne. Okay? Beaucoup plus de variabilité alentour, alors que ici, tout le monde était très, 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 très proche de la moyenne dans le groupe. Okay? Et ça, on parlera plus de ça lorsque vous serez en stats. Mais donc, ah oui, donc c'est ça. Donc, ce graphique-là, les graphiques en bas sont les mêmes que les graphiques en haut, juste montrés de manière différente.
sais, on le voit ici, la grande répartition alentour de la moyenne, alors qu'ici, tout le monde est bunché, pour ainsi dire, pris alentour de la moyenne. Okay? Donc, retenons ces graphiques-là. Un autre facteur qui peut masquer une réelle différence entre les groupes, c'est le montant de variation individuelle dans chaque groupe. Okay? On parle souvent de bruit, de variance d'erreur ou de variance non systématique, qui veut dire la même chose. Les graphiques A, ces deux-là, démontrent beaucoup plus de bruit, de variance d'erreur ou de variance non systématique que les graphiques B. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que bien qu'il y ait une réelle différence entre les deux moyennes, okay, les gens dans les groupes sont tellement éparpillés partout alentour de la moyenne, de manière très large, qu'il y a plus de bruit. C'est ce qu'on dit. Alors qu'ici, il y a moins de bruit, tout le monde est vraiment proche de la moyenne. Donc, les graphiques A et B montrent la même différence de moyenne entre le groupe de jeu rose et le groupe de contrôle bleu. La même différence de moyenne, exactement la même, on peut le voir ici. Là, cette différence entre ça et ça est exactement la même qu'entre ça et ça. Sauf que la différence, évidemment, c'est que la variabilité intragroupe est beaucoup plus forte dans A que dans B. Okay? Et lorsqu'il y a beaucoup de variabilité à l'intérieur des groupes comme ça obscure les différences entre les groupes. C'est que cette différence-là entre les groupes, elle devient plus vraiment importante. Okay? Parce que même s'il y a une différence entre les groupes, il y a tellement d'individus dans des deux groupes qui ont des scores similaires que cette différence-là au niveau des moyennes, elle devient moins importante. C'est un problème au niveau de la validité statistique de l'étude. Puis on parlera beaucoup plus de ça en statistique, faites-vous-en pas si vous comprenez moyennement pour l'instant. Okay? On risque, dans une étude, par exemple avec des données comme dans A ici, de trouver une taille d'effet qui est beaucoup plus petite et probablement non significative. Okay? Dans le cas des figures B, ici, on risque de trouver une taille d'effet qui est plus large et probablement une différence significative entre ces deux moyennes-là. Même si c'est la même différence qu'ici, le fait que tout le monde soit très proche des moyennes, okay, fait en sorte que cette différence-là entre les deux moyennes est probablement significative. Okay? Parce qu'il y a moins de variabilité non systématique ou de bruit, si on veut. Et donc, cette différence entre les moyennes va sembler plus importante. C'est tout. Je vous laisse là-dessus. Ciao.